De toute évidence, les oiseaux migrateurs ne perdent jamais le nord. On s'est toujours demandé quel était le secret de leur remarquable sens de l'orientation. Il semble qu'il s'agisse d'un repérage du champ magnétique terrestre grâce à un mécanisme subtil qui fait appel à la chimie et à la mécanique quantique, et en particulier au spin des électrons. Spin suggère quelque chose qui tourne sur lui-même. L'électron se comporterait-il comme cette toupie que regardent Pauli et Bohr? Pour le savoir, il nous faut revenir en 1913. Cette année-là, le modèle atomique de Bohr décrivait correctement l'atome d'hydrogène. L'électron tournait sur des orbites circulaires correspondant à des niveaux d'énergie autorisés. En désignant ces orbites par des entiers positifs, 1, 2, 3, etc., Niels Bohr introduisait le premier nombre quantique de la physique moderne. Comme son modèle peinait à décrire des atomes à plusieurs électrons, le physicien allemand Arnold Sommerfeld l'améliora en 1916 en donnant aux électrons 2 degrés de liberté supplémentaires, pouvoir tourner sur des orbites elliptiques comme les planètes du système solaire et modifier sa trajectoire en présence d'un champ magnétique. Sommerfeld ajoutait ainsi 2 nombres, L, le nombre quantique orbital, et M, le nombre quantique magnétique. Magnétique car l'électron se comporte comme un petit circuit électrique sensible au champ magnétique extérieur. C'est l'effet Zeeman, du nom du physicien hollandais qu'il avait découvert 20 ans plus tôt en étudiant le spectre du sodium. En approchant un aimant de la lampe, la raie jaune caractéristique du sodium se subdivise, preuve que l'électron subit une force électromagnétique qui modifie ses niveaux d'énergie. En 1916, l'électron vit donc avec 3 nombres quantiques. Le modèle de Bohr-Sommerfeld est performant, mais pas irréprochable, car il ne rend pas compte de 2 phénomènes qui sont autant d'énigmes pour la communauté scientifique. Le premier phénomène nous ramène à la spectroscopie du sodium. Quand le champ magnétique s'intensifie, la raie du sodium se subdivise encore. C'est l'effet Zeeman anormal ou anomale, comme disent les spécialistes, car il leur est impossible d'attribuer ce résultat au mouvement orbital de l'électron. Le physicien autrichien Wolfgang Pauli pense alors que l'électron possède une propriété cachée, peut être dissimulée dans un 4e nombre quantique. Le deuxième phénomène a été observé en 1922 par les physiciens allemands Otto Stern et Walter Gerlach. Ils font passer un faisceau d'atomes d'argent à travers un champ magnétique, puis le projettent sur un écran. Alors qu'ils s'attendent à ne voir qu'une seule tache, ils remarquent 2 petites taches symétriques. Là encore, impossible d'attribuer ce résultat au mouvement orbital de l'électron. En 1925, les physiciens hollandais George Uhlenbeck et Samuel Goudsmit comprennent que le 4e nombre quantique existe et l'assimilent à une rotation de l'électron sur lui-même. Tourner sur soi-même se dit to spin en anglais. Le 4e nombre quantique est nommé. L'électron est analogue à un petit aimant. Son spin est responsable du dédoublement des niveaux d'énergie dans l'effet Zeeman anormal. Et l'expérience de Stern et Gerlach montre qu'il ne peut prendre que 2 valeurs, plus 1,5 et moins 1,5, comme si l'électron avait un pôle nord et un pôle sud. Cette vision classique d'une rotation propre de l'électron s'avérera finalement erronée, mais qu'importe, le spin existe bel et bien, c'est une propriété intrinsèque de l'électron, comme sa masse ou sa charge, et l'image de la toupie a l'avantage d'être compréhensible. Les années 1925-1926 marquent l'avènement de la physique moderne, qui traite l'atome de manière totalement quantique. Le modèle de Bohr-Sommerfeld est abandonné, les orbites sont remplacées par des orbitales, sorte de nuages électroniques, solution de l'équation de Schrödinger.
Les électrons n'ont plus de position ni de trajectoire précise, mais juste une probabilité de présence. Fait remarquable, les trois nombres quantiques de Bohr-Sommerfeld subsistent dans l'équation de Schrödinger. N se rattache à la dimension de l'orbital, L à la forme et M à l'orientation spatiale. Mais point de spin dans l'équation de Schrödinger. C'est le physicien et mathématicien anglais Paul Dirac qui l'intègre en 1928 en transformant l'équation. À partir des années 1930, pratiquement toutes les propriétés magnétiques de la matière seront expliquées par le mouvement orbital de l'électron et par son spin. Mais c'est à la frontière du magnétisme et de l'électronique que nous allons nous rendre. Un nouveau domaine s'y est développé dans les années 1980, celui de la spintronique. La spintronique est un type d'électronique qui exploite le spin de l'électron en plus de sa charge électrique, comme dans l'électronique traditionnelle. L'application la plus connue est l'effet de magnétorésistance géante ou GMR qui permet entre autres le stockage numérique sur des disques durs de plus en plus miniaturisés. Déjà à la fin des années 1930, le physicien anglais Sir Neville Mott avait constaté l'influence du spin sur la mobilité des électrons dans les métaux aimantés, comme le fer, le nickel ou le cobalt. Une simple impureté pouvait freiner très différemment la conduction des électrons de spin-up et de spin-down. L'étude des courants de spin se développe vers 1970 grâce notamment aux physiciens Ian Campbell et Albert Fer au laboratoire d'Orsay en France. Le concept de magnétorésistance géante arrive plus tard, en 1988, lorsqu'une nouvelle technique, l'épitaxie par jet moléculaire, permet de fabriquer des empilements de couches extrêmement minces de métaux différents. La GMR a été découverte sur des multicouches de fer et de chrome. En empilant en alternance 3 couches d'atomes de fer puis 3 couches d'atomes de chrome, Albert Fer constate que l'aimantation des couches de fer s'oriente naturellement en sens opposé, dans une configuration dite antiparallèle. Sans champ magnétique, l'une des couches arrête les électrons de spin-down, tandis que l'autre arrête les électrons de spin-up. Le courant ne passe pas, ou presque pas, la résistance électrique de la multicouche est très forte. En revanche, si l'on applique un champ magnétique, les aimantations des deux couches de fer s'alignent dans la direction du champ. Tous les électrons dont le spin est dans cette direction traversent sans problème les deux couches, et le courant passe. Sous l'influence d'un champ magnétique même faible, la résistance électrique de la multicouche chute fortement de l'ordre de 80%. C'est pourquoi on appelle ce phénomène magnétorésistance géante. Très forte résistance, pas de résistance, 0, 1. Ce petit champ sera, par exemple, celui généré par les inscriptions magnétiques sur le disque dur d'un ordinateur. Le spin est une propriété purement quantique de l'électron et, de ce fait, il ouvre des perspectives insoupçonnées dans la conception de nouveaux systèmes électroniques. Une pierre de plus sur le chemin de la révolution scientifique en cours.